Bonjour à tous, très content de vous accueillir ce matin. Donc aujourd'hui, on va parler du décret Bax, mais pas que. L'idée, c'est à la fois de parler du décret Bax et du côté conformité au décret Bax, mais aussi comment est-ce que cette contrainte finalement peut se transformer en opportunité et devenir finalement la clé d'une performance durable. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti du décret Bax. Et notamment, on va s'intéresser à comment est-ce que le comptage énergétique peut s'allier à la régulation ou la GTB pour qu'on puisse passer des données à l'action. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jérémy Collin, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour tout le monde, donc Jérémy Collin, je suis responsable commercial au sein de l'entreprise d'intégration de GTB Cirizea, filiale du groupe Altin. Voilà. Et donc moi, je suis Charles Brouillot, un des cofondateurs et dirigeants de Smart Impulse. Donc aujourd'hui, le webinaire il va se dérouler en 4 temps. D'abord, on va parler du décret Bax, et notamment, on va se concentrer sur concrètement qui est concerné, quelles sont les obligations, c'est quoi un Bax finalement. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le concret de finalement le comptage, la GTB, quelle complémentarité, quelle différence concrètement, qu'est-ce que c'est? Et puis surtout, on va ensuite prendre une étude de cas très concrète sur laquelle on va regarder des données, voir ce qui a été mis en place en termes de GTB, de régulation, voir l'impact en termes d'économie d'énergie. Pour que ce soit justement pas juste de la théorie, mais qu'on puisse avoir de la matière très concrète. Et ensuite, on se laissera un temps de questions-réponses à la fin. Donc, pour les questions-réponses, vous avez la possibilité de les poser au fil de l'eau pendant le webinaire. Il y a un petit bouton questions-réponses qui est disponible et on y répondra à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à les poser et puis en fin de séance, on pourra les regarder et puis prendre le temps d'y répondre. Alors, avant de se lancer dans le grand bain du décret Bax, on va se présenter assez rapidement côté Cirizea et côté Smart Impulse, juste pour bien comprendre pourquoi est-ce que nous, on intervient aujourd'hui sur le sujet. Et puis aussi, ça aidera à ce que vous puissiez mieux comprendre l'étude de cas et comment est-ce que nous, on intervient dans le cadre du décret Bax et des économies d'énergie. Alors, Smart Impulse, qui on est leader mondial de ce qui s'appelle la mesure non intrusive des usages électriques dans les bâtiments. Donc concrètement, c'est quoi? C'est un compteur électrique qui va analyser les consommations par usage pour identifier quels sont les équipements qui consomment dans un bâtiment, ce qui permet ensuite de cibler et de suivre les économies d'énergie. Voilà. Toute l'idée, c'est d'avoir une solution extrêmement simple et non intrusive à mettre en œuvre, une vision claire de quels sont les équipements qui consomment pour cibler et suivre les économies d'énergie. Euh, En quelques mots, donc aujourd'hui, on a analysé un peu plus de 4000 bâtiments, ce qui représente environ 35 millions de mètres carrés. On a une société française, mais on travaille dans 60 pays sur 5 continents pour nos clients. Justement, nos clients, ce sont soit de grandes entreprises occupantes, propriétaires de bâtiments tertiaires, que ce soit des bureaux, du retail, du public, beaucoup. Et puis, on travaille beaucoup avec des partenaires, dont de nombreux sont des fournisseurs de services énergétiques qui proposent des services de maintenance et de contrats de performance énergétique, mais aussi des intégrateurs, comme Cirizea, évidemment, mais aussi des acteurs plutôt du monde de la plateforme et de l'énergie management. Voilà en 1 minute pour Smart Impulse. Et juste pour la bonne compréhension de la suite, je vais résumer comment fonctionne notre solution pour que tout le monde puisse bien comprendre les données qu'on va montrer et quelle approche on retient pour répondre au décret Bax. Donc, cette solution de mesure non intrusive dont je vous parlais tout à l'heure, donc elle est basée sur un compteur nouvelle génération qui s'appelle le SmartX qu'on va installer au niveau de l'arrivée électrique générale d'un bâtiment. Et si besoin, notamment dans le décret Bax, d'avoir une vision des consommations par zone fonctionnelle, on met un capteur par zone fonctionnelle. Et ensuite, ces données sont remontées sur les serveurs de Smart Impulse. Et c'est là que en fait, nos algorithmes interviennent et ils vont arriver à décrypter finalement les signaux électriques qui sont mesurés pour le SmartX et à reconnaître l'empreinte que laisse chaque type d'équipement
dans le signal électrique. Voilà. C'est le même principe que quand vous écoutez un orchestre et que vous arrivez à isoler les différents instruments qui jouent en même temps. Voilà. C'est la même chose, mais adapté à l'électricité. Et donc, avec un nombre minimal de capteurs non intrusifs, on arrive à avoir ce découpage des consommations par usage. Et ensuite, on va en reparler, mais ces données, soit elles sont accessibles sur un dashboard des outils de monitoring qu'on fournit, soit elles sont intégrées dans d'autres outils de monitoring via une API. Voilà. Voilà pour Smart Impulse. L'idée, c'est vraiment installation très simple et vision claire des consommations par usage et par zone, notamment pour le décret BAX, on va parler des zones fonctionnelles. Voilà, maintenant, je passe la parole à Jérémy qui va nous présenter Cirizea. Oui, donc je vais vous présenter Cirizea. Donc nous, Cirizea, on est intégrateur multimarque de systèmes spécialisés dans la gestion technique du bâtiment, on appelle GTB. On est une filiale également d'un groupe, le groupe Altin. On propose, nous, des clés en main. En fait, on a la capacité d'installer des systèmes, les paramétrer, assurer le suivi de la solution digitale pour optimiser la performance énergétique des équipements, souvent CVC, éclairage, et le suivi qui va derrière. On est en capacité également de faire le monitoring des installations pour une performance durable de vos installations. Et grâce à notre expertise, nous, on a une couverture avec nos différentes agences. On est en capacité de gérer la conformité BAX sur l'ensemble du territoire français, y compris sur des clients qui peuvent avoir un patrimoine multisite notamment. Et donc voilà, on a sur l'écran quelques clients notables qu'on a eu ces derniers mois, dernières années, qui ont justement des parcs soit multisites ou nationaux, et nos partenaires technologiques qui nous font confiance depuis des années, dont Smart Impulse, sur la mise en place de nos équipements. Si tu peux passer. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, on fait partie du groupe Altin. Donc, le groupe Altin, c'est un acteur indépendant de l'énergie, du climat, qui est engagé dans tout ce qui est transition énergétique et environnementale des bâtiments et des territoires. Le groupe en fait couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, en fait, qui va du conseil jusqu'à l'exploitation, en passant par de l'ingénierie et des travaux. Nous, dans le pôle qu'on appelle exploitation et services, on retrouve donc la filiale Cirizea, spécialiste de l'intégration de GTB et de monitoring. Et on retrouve aussi notre consoeur Aveltis, qui, elle, est experte plutôt en tout ce qui est exploitation performantielle des bâtiments, ce qui permet d'avoir une complémentarité au sein du groupe, non seulement pour installer et paramétrer des systèmes, ce que l'on fait chez Cirizea, mais aussi garantir le pilotage et le résultat énergétique sur du long terme via Aveltis. Voilà. Donc là, je vais vous présenter du coup le décret BAX. Donc le BAX, qu'est-ce que c'est? Alors je vous ai mis sur le slide la traduction en français, mais BAX c'est Building Automation and Control System en anglais. Donc ça va permettre en fait de piloter les installations techniques du bâtiment. Ça permettra aussi de contribuer du coup à un gain rapide de vos énergies et avec un coût raisonnable en fonction, on va le voir après, de la technicité qu'on va choisir. Et donc le BAX va avoir bien sûr un effet de réduction de vos énergies tout en essayant de garder le confort des occupants dans le bâtiment. L'enjeu premier quand même de ce décret-là est complémentaire au décret tertiaire qui, à l'horizon déjà de la première échelon en 2030, prévoit des réductions de 40%. Donc le BAX va aider à contribuer à cette réduction. La solution qu'on va avoir, ça va être d'installer des systèmes intelligents de GTB pour justement faire ces optimisations sur les installations. Donc du coup, le calendrier d'application du décret BAX, bon, le calendrier, si vous êtes là, vous devez connaître un petit peu déjà que ça a commencé. C'est notamment pour les bâtiments neufs, depuis juillet 2021 pour les bâtiments neufs de plus de 290 kW. Alors on dit une puissance nominale, que ce soit chauffé ou climatisé. Donc c'est pour les plus grosses installations. Depuis avril 2024, sur les plus petites installations, on appelle 70 kW de puissance nominale. J'ai mis en bas, ça correspond en moyenne à peu près autour des 1000 mètres carrés pour se donner
une surface un peu de type de bâtiment. Et les échéances, par contre, sur les bâtiments existants, bon, déjà démarré pour les plus gros, du coup, de plus de 290 kW à janvier 2025. Et puis l'horizon janvier 2027 pour les supérieurs à 70 kW. Alors j'ai mis un petit astérix parce que depuis une semaine, on entend, et notamment le Premier ministre en a parlé, d'un report potentiel de l'échéance du décret Bax qui passerait potentiellement, on attend les textes officiels, mais jusqu'à 2030. Ce que disait le Premier ministre, ça vise surtout à alléger la charge des collectivités locales, notamment, et puis de s'aligner à peu près sur le mandat électoral, mandat municipal qui va arriver là. Donc voilà, on en attendra un peu plus dans les prochaines semaines pour l'officialisation, mais c'est les bruits de couloir que l'on entend actuellement. Hmm. Pour les petits bâtiments, enfin pour les bâtiments, ouais. Oui, ouais, Ouais. le 2025 reste, donc ça, il est Il déjà y a encore passé. du boulot. Il y a encore du boulot, mais c'est surtout les 70 kilowatts. Il y a aussi beaucoup de boulot là-dessus, mais du coup, pour se donner un horizon plus simple, je pense notamment là, son discours était pour les collectivités, il risque d'être décalé potentiellement en 2030. Ouais. À suivre. À suivre donc. Bah, on va aller un peu plus loin dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le BACS? Donc, je le répète, l'acronyme du BACS, Building Automation Control System. Donc, globalement, ça va être le cerveau de votre bâtiment, ce qu'on appelle communément la GTB aujourd'hui. Donc, le but, ça va être de regrouper l'ensemble des matériels, que ça soit des capteurs qui vont nous permettre de remonter les informations, mais aussi des actionneurs, des pompes, des vannes, des moteurs que l'on va piloter en fonction des informations qu'on va récupérer. Et puis l'installation aussi de logiciels. Donc logiciel, ça va être l'automate, la GTB qui va permettre de piloter tout ça. Également une supervision centrale qui va vous permettre d'avoir une visualisation globale de votre installation, de votre bâtiment, et de pouvoir agir en conséquence avec des consignes, des plannings et différents autres objets. Les bâtiments qui sont concernés, donc sont concernés tous les bâtiments tertiaires, globalement, que ce soit marchand, non marchand. Donc on entend par là effectivement les bureaux, les commerces, la santé aussi, l'enseignement et l'hôtellerie font partie de ce secteur qui compte. Les équipements qui sont concernés, c'est principalement quand même le chauffage et la climatisation. C'est donc pour ça aussi que sont assujettis par rapport à une puissance nominale de chaud et de froid. Mais on va les piloter également, on est en capacité de piloter tout ce qui est ventilation, éclairage, d'autres équipements qui vont permettre de faire des économies d'énergie. Alors à savoir qu'il y a une exemption qui est possible. En fait, pour pouvoir la réaliser, il faut quand même faire une étude, des devis et une étude par un bureau d'études qui permet de prouver en fait que l'installation d'une GTB par rapport au gain énergétique que vous allez pouvoir en retirer, on va retrouver un retour sur investissement supérieur à 10 ans. Et là, vous pourriez être exempté de l'installation d'une GTB. Donc là, ça nécessite forcément une étude derrière économique. Les fonctions obligatoires, donc il y a 4-5 fonctions vraiment obligatoires qui sont notées sur le décret BACS. Principalement, on va retrouver donc suivre et analyser les données de consommation, notamment énergétique en continu. Donc ça, Charles vous en parlera plus précisément tout à l'heure, mais voilà, ça va être de principalement remonter du comptage par zone fonctionnelle et par usage au pas de temps horaire et de les stocker. Ça va être également, bien sûr, de piloter et réguler les installations, donc par le moyen des automates et de la GTB qu'on va mettre en place, tout en gardant quand même une possibilité de pilotage en manuel pour les usagers en cas de défaillance, notamment des équipements. Il faut qu'ils puissent euh, bah, piloter leurs équipements techniques de façon manuelle en cas de défaillance. La GTB, le BACS va devoir également avoir des notions d'alerte et de détection automatique des dérives de consommation. Donc alerte de conso, mais aussi également des équipements techniques, ce qu'on fait déjà depuis longtemps dans le domaine de la GTB, garder une interopérabilité de l'ensemble de ces équipements. Donc ça passe par des protocoles ouverts, que ce soit sur les équipements techniques, mais aussi de la GTB, une ouverture protocolaire sur l'ensemble de la chaîne. C'est ce qui est demandé sur le décret BACS. Un dernier point, à savoir que maintenant, pour chaque installation d'un BACS, il y a une inspection périodique qui est devenue obligatoire.
avec une fréquence maximum tous les 5 ans sur vos installations, avec un premier contrôle aussi qui interviendra dans les 2 premières années, suite à l'installation ou le remplacement. Le contenu de ces contrôles-là seront d'abord un contrôle documentaire, donc c'est pour ça que quand vous allez avoir une installation de GTB, il faut bien veiller à garder le DOE, surtout à vérifier aussi le DOE, qu'on ait tous les éléments qui permettent du coup sur une inspection de pouvoir montrer l'ensemble de ce qui a été mis en place, architecture, programme, analyse fonctionnelle surtout, et fiches d'intervention. Une visite peut être faite également par le bureau de contrôle, et à l'issue de cet audit-là, des recommandations généralement devront être proposées d'amélioration, parce que forcément sur toutes ces années qui sont là, votre GTB que vous allez avoir installé aujourd'hui, dans le temps, il va y avoir des améliorations possibles sur des nouveaux équipements qui n'auraient pas été interconnectés ou des choses comme ça. Voilà. Comment financer son projet aujourd'hui? Alors c'est vrai que face aux économies que ça va représenter, énergétiques, le premier financement de votre projet, en fait, ça va être votre ressource sur investissement rapide. L'économie généralement qu'on constate avec l'installation d'un BAX, c'est autour des 10-25% d'économie lorsqu'il est bien exploité surtout. Derrière, il faut bien avoir en tête ça aussi, c'est pas juste l'installation d'un BAX qui va vous permettre de faire des économies tout de suite. Il faut bien sûr qu'il y ait quelqu'un qui régulièrement pilote tout ça. Et un retour sur investissement, généralement, avec enfin, on a des retours sur investissement qui sont différents, mais le but, vous l'avez vu, il faut que ça soit inférieur à 10 ans, mais on est en moyenne autour des 5 ans sur des GTB. Comment financer également son projet? Vous avez dû en entendre parler des primes C2E, notamment une fiche, la BATH 116, qui permet de financer une partie, tout ou partie, ça dépend un peu des installations, mais c'est souvent maintenant une partie, parce qu'on n'a plus le coup de pouce qu'on avait à l'époque là-dessus, notamment sur des installations, on va le voir après, de classe A ou B, donc des installations déjà avec une performance un peu avancée. J'ai mis en dessous pour que vous ayez un petit peu en tête ce qu'on peut récupérer, mais sur un bâtiment tertiaire type bureau sur Paris par exemple, les aides pour une classe A, donc vraiment une classe performance optimum, on va être autour des 31 000 euros et 18 000 euros sur une classe B par exemple. On a d'autres subventions possibles aussi. Pour tout ce qui est collectivité, on peut aller chercher des subventions publiques qui existent parfois. On peut aussi faire des prêts ou des locations. Donc là, la BPI en propose, mais d'autres acteurs financiers proposent ces solutions-là. On est en capacité aussi de vous aider si vous avez des besoins là-dessus. Et notamment, souvent, ça va de pair aussi avec des projets globaux de rénovation, notamment des CPE. Et ça, j'en viens aussi sur le bonus. Alors, on a eu un bonus C2E qui a été fait il y a quelques années, qui maintenant est arrêté. Mais lorsqu'on fait des CPE, lorsqu'on atteint des capacités de performance importantes, on est en capacité aussi de bonifier les C2E. Donc voilà, ça, souvent, on retrouve ça sur les rénovations globales de votre bâtiment, pas uniquement la GTB. Donc je le disais tout à l'heure, on peut classifier les GTB. Au niveau du décret BAX, on peut faire appel à cette classification qui est en fonction d'une norme européenne, qui est la ISO 52120-1. Elle va se classifier cette norme-là en fonction de 4 catégories, A, B, C, D. La A étant la plus performante. Donc la D, on va commencer par la D. La D, c'est vraiment la non efficace, on appelle ça. En gros, c'est pas vraiment une GTB, c'est les vieux régulateurs qu'on avait dans nos chaufferies, dans nos installations, ou des horloges qui pilotent des chauffages électriques. Là, on est sur de la classe D, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit se déplacer pour pouvoir changer les consignes. Quand on passe sur la classe C, on est sur vraiment, on commence à être sur du pilotage de GTB avec pilotage des équipements via un système connecté. Ce qu'on appelle généralement le minimum réglementaire. J'ai mis un petit nota bene en bas parce que quand même la classe C peut être considérée comme réglementaire au sens du décret BAX. Néanmoins, il va falloir aller chercher certains points de cette norme sur ce qu'on appelle en classe B ou A. Il va falloir être plus performant sur certains points, notamment de paramétrage et de pilotage. On a la classe B, donc là, la classe B, on commence à être justement sur les classes qui vont permettre d'aller chercher parfois des financements de C2E. Là, on est sur un fonctionnement de performance un peu plus élevé, avec du contrôle et du pilotage par zone,
des optimisations aussi pour l'exploitation, de la surveillance de consommation un peu plus accrue. Je rentre pas dans les détails parce que la norme est vraiment importante et ça, bon, on pourrait, si vous avez des questions, on pourra pas forcément y répondre tout de suite après, mais si vous pourrez me rappeler plus tard, on pourra mettre le point dessus. Et puis vous avez la classe A qui là, vraiment pour nous, c'est la haute performance, on est vraiment sur de l'optimal. Donc là, on va aller piloter pièce par pièce, toujours, mais avec des optimisations un peu plus avancées. On va piloter en fonction vraiment de l'occupation de chaque zone, avec des notions également de prédiction qui vont être demandées. Voilà, on est vraiment sur une classe importante. Vous pourrez retrouver d'ailleurs, là je l'ai mis en bas pour m'en rappeler, pour vous le citer, mais sur notre site internet, Cyrisia, on a fait un article justement sur comment choisir le bon niveau de la bonne classe pour son bâtiment. Parce qu'il va falloir aussi penser à votre retour sur investissement, parce que quand on regarde le prix d'une classe C par rapport à une classe A, quand même, on n'est pas sur les mêmes gammes de prix forcément. Donc voilà, il faut bien se poser certaines questions aussi. Quels sont vos objectifs? Est-ce qu'ils sont pilotage énergétique ou de conformité BAX? Voilà, il faut se poser toutes ces bonnes questions-là avant de choisir la classe sur laquelle on veut aller. Et merci beaucoup, Jérémy. Donc, il y a pas mal de contenus et de notions qui ont été abordés. Moi, j'aimerais qu'on essaye de faire le lien entre le sujet de la GTB et le sujet du suivi énergétique ou du comptage énergétique. Et puis démystifier un peu tout ça pour rentrer dans une approche qui est la plus concrète possible. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la reprise du schéma qui décrit ce que c'est qu'un BAX dans le guide d'application du décret BAX qui a été publié par l'administration. Et donc, comme Jérémy l'expliquait, il y a deux briques principales. Il y a la partie suivi énergétique sur la gauche, et donc qui a pour objectif de suivre les consommations des différents équipements ou systèmes techniques par zone fonctionnelle, aussi suivre la production locale d'énergie s'il y en a. Et ensuite, à droite, le deuxième pilier, c'est la partie régulation qui agit sur justement les différents équipements ou systèmes techniques. Et c'est important d'avoir en tête les deux parties parce que j'ai entendu beaucoup de clients dire on a une GTB de classe C ou B, donc on est conforme avec le décret BAX. Mais attention, les classes de GTB, elles ne prennent pas en compte le comptage qui est en place ou non. La classe de GTB, elle va juste dire quelle est la capacité de la GTB à intégrer ou non des données énergétiques et d'en ressortir des indicateurs, des alarmes qui sont demandés dans le cadre du décret BAX. Mais si vous n'avez pas de compteur à relever, eh ben, vous n'aurez pas de données dans votre GTB. Voilà. Donc, il faut bien faire la part des choses entre la production et le suivi de ces données énergétiques et puis bah, la classe de GTB. Ce n'est pas exactement les notions qui sont directement en correspondance. Voilà. Donc, ce qui est important de retenir, c'est le décret BAC, c'est d'une part suivi énergétique par zone et par usage, et d'autre part régulation de classe globalement C minimum avec quelques fonctionnalités sur lesquelles il faut aller un petit peu plus loin. Alors, sur la partie suivi énergétique, comment est-ce que nous, Smart Impulse, avec la mesure non intrusive, on répond aux obligations du décret BAX? Donc déjà, nous, avec un compteur SmartX qui est installé par zone fonctionnelle et les algorithmes qui vont arriver à faire cette analyse des consommations par usage, on répond directement sur la partie électricité à ce besoin d'avoir une vision des consommations par zone et par usage. Nous, par défaut, on met à disposition une donnée à un pas de temps de 10 minutes. Voilà. 10 minutes, ce qui est génial, c'est que ça permet de voir le fonctionnement des équipements, les démarrages, les arrêts, les pics, les creux sur certains équipements sensibles, quand on veut détecter des pannes aussi. Et donc, ça permet d'avoir une vision très claire du pilotage. Mais donc, ça répond amplement à ce qu'a mentionné Jérémy tout à l'heure, à l'obligation d'avoir des données à un pas de temps 1 heure. Ensuite, ces données, elles permettent de suivre, enregistrer, analyser en continu les consommations. Nous, on stocke les données pendant toute la durée du contrat. Donc, si c'est 5 ans, ce sera 5 ans. Si c'est 10 ans, ce sera 10 ans. Enfin, tant que vous avez un service avec Smart Impulse, les données sont stockées et puis elles sont dans tous les cas disponibles pour récupération si vous avez besoin de les récupérer, soit manuellement, soit dans un autre outil. Il y a la détection des pertes d'efficacité. Donc ça, c'est plutôt les fonctionnalités d'alerte qui sont disponibles dans nos outils de monitoring. Et après, le dernier point qui est très important, c'est la partie interopérabilité. Et donc, nous, dans tous nos services, on inclut ce qu'on appelle une API, qui est finalement une interface logicielle qui permet
de s'interfacer avec n'importe quelle plateforme ou système d'information ou système de visualisation de données. Et donc, s'il y a besoin d'intégrer les données Smart Impulse dans d'autres outils, c'est tout à fait possible et c'est extrêmement simple d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la partie globalement BAX, suivi énergétique. Et là, maintenant, ce que je voudrais attaquer, c'est la notion de GTB et comment est-ce que justement la GTB se positionne par rapport au comptage énergétique. Nous, on a énormément de clients, bah, surtout depuis que le décret BAX a été paru et puis généralisé un petit peu, qui posent la question, est-ce que si j'ai une GTB, j'ai besoin de comptage ou j'ai besoin de Smart Impulse? Et pour moi, cette question, c'est un peu comme si quelqu'un venait me voir en me demandant, j'ai un ordinateur avec Windows, est-ce que j'ai besoin de Spotify pour écouter de la musique? Alors, je m'explique. La GTB, c'est un système avec un certain nombre de modules, des modules différents. Donc là, on les a schématisés. Il y a des modules d'alarme, effectivement, de sécurité incendie, de contrôle d'accès, de gestion des stores, de surveillance, gestion des process. Et le cœur de la GTB, c'est le module de régulation là qu'on a mis en orange. Et donc là, on a plutôt centré sur les usages du décret BAX, notamment CVC et process. Et donc ça, c'est vraiment les différentes possibilités de la GTB. Et dans ces différentes possibilités, il y a un module de gestion de l'énergie. Effectivement, c'est intégré dans la plupart des GTB, notamment les GTB de classe supérieure. Voilà. Maintenant, ça ressemble à quoi ce module? Ce module, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer des données de compteurs bah, qui ont été installés. Alors, le sous-comptage traditionnel, c'est que vous mettez globalement un compteur par départ électrique qui vous intéresse, et dans le cadre du décret BAX, donc c'est à minima un par zone fonctionnelle. Et ensuite, pour chacune de ces zones fonctionnelles, il faut mesurer bah, chaque départ électrique qui alimente les différents systèmes techniques qu'on veut mesurer. Donc, assez vite, sur des bâtiments de taille, aujourd'hui, on va prendre 5000 m², puisque ça, c'est à peu près l'équivalent pour les bâtiments qui ont une puissance nominale CVC d'autour de 290 kW. On se retrouve vite à des dizaines, voire des centaines de sous-compteurs à mettre en place. Et nous, on travaille sur des très gros bâtiments sur lesquels nos clients ont des milliers de compteurs qui sont en place pour avoir cette vision par zone et par usage. Voilà. Donc le module de la GTB, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, au-delà de ces compteurs, il va relever les données de ces compteurs via des protocoles de communication. Et ensuite, il va les stocker et pouvoir les afficher via le logiciel de supervision qui est fourni, enfin qui est de la GTB. Voilà. Donc, les enjeux de la partie sous comptage, on en parle juste après. Mais donc, si vous avez un ordinateur avec Windows, pour revenir à mon analogie, vous avez dans Windows le lecteur Windows Media Player. Vous pouvez tout à fait avoir une bibliothèque de centaines ou de milliers de fichiers MP3 que vous avez importés pour les anciens comme moi via des CD, ou alors vous les avez téléchargés, évidemment, après les avoir achetés. Et puis, vous pouvez effectivement importer ces fichiers dans Windows Media Player et puis écouter votre musique. Donc, vous n'avez pas besoin finalement de Spotify. Maintenant, si vous voulez une expérience dans les standards de 2025, bon, bah, je pense que de nombreux d'entre vous et nous utilisent des applications spécialisées pour la musique, avec un service et une expérience qui est conçue pour ça, type Spotify, Deezer ou Apple Music. Et évidemment, c'est intégré dans l'environnement Windows, donc vous pouvez tout à fait faire ça sur votre ordinateur, sur Windows, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc pour répondre à la question de point de départ, oui, si vous avez une GTB, vous pouvez consolider des données énergétiques sous condition que vous ayez des dizaines ou des centaines de compteurs. Voilà. C'est des GTB de classe supérieure ont ces capacités-là. En revanche, si vous n'avez pas de comptage, vous ne pouvez pas faire de suivi énergétique dans une GTB. Il n'y a pas de magie. Voilà. Alors maintenant, comment Smart Impulse, nous, on se positionne? Nous, finalement, on a une alternative à ces sous-compteurs. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'à la place d'installer des dizaines ou des centaines de sous-compteurs pour mesurer les consommations des différents usages par zone, nous, on va installer un SmartX sur l'arrivée générale du bâtiment, et puis s'il y a plusieurs zones fonctionnelles, un par zone fonctionnelle. Donc, sur du tertiaire, en général, ça va être
quelques-uns, voilà, deux ou trois. Euh, et ensuite, on fait cette analyse des consommations par usage. Soit les données, elles sont accessibles sur notre dashboard, soit elles sont intégrées automatiquement via l'API dont je parlais tout à l'heure sur un système de supervision ou de monitoring. Ce qui est important à la fin, c'est qu'on ait une vision globale, homogène, qui permette d'exploiter toutes les données pour maximiser l'intérêt d'avoir d'une part du suivi énergétique et d'autre part de la GTB. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une GTB avec Smart Impulse, une GTB avec du sous-comptage, tout ça c'est possible. Et moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le suivi énergétique et la GTB qui finalement se concentre sur la régulation, c'est extrêmement complémentaire et que justement la puissance de chaque système, elle est décuplée quand on s'appuie sur l'autre. Voilà. Quand vous avez une GTB avec du suivi énergétique qui est performant, vous avez une vision claire du fonctionnement énergétique réel des installations et pas juste de la régulation et de leurs paramètres de fonctionnement. Voilà. Sachant qu'en plus, on peut avoir un décalage entre ce qui est affiché dans la GTB et la réalité du fonctionnement de certains systèmes, parce que d'une part, c'est des systèmes complexes, et d'autre part, que la réalité du terrain fait que parfois, ces systèmes, ils sont passés en manuel parce qu'il y a une raison à l'instant T, et qu'ils ne sont pas toujours remis dans le pilotage GTB, et donc parfois, il peut y avoir des décalages qui apparaissent. Donc, si vous avez la GTB plus le suivi énergétique, vous pouvez piloter encore mieux. Et à l'inverse, quand vous avez du suivi énergétique performant et que vous avez une GTB performante, vous pouvez mettre en œuvre rapidement des actions et observer leur impact. Et en plus, mettre en œuvre des pilotages plus fins par rapport aux contraintes d'exploitation du site et donc faire plus d'économies. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, le couplage des deux, ça va multiplier la valeur de chacun. Voilà. Pour terminer, moi, l'analogie que j'emprunte souvent à un de nos partenaires de longue date qui propose des services énergétiques à ses clients en utilisant notre solution, c'est que la GTB, c'est un peu comme le tableau de bord d'une voiture de course. Plein d'indicateurs, de boutons, enfin, et de leviers qu'on peut activer. Le suivi énergétique, c'est un peu comme les phares qui permettent de voir concrètement où on va, comment on se positionne sur la route énergétique. Et pour avoir une conduite optimale, il faut les deux. Il faut les deux. Voilà un peu pour rentrer dans le très concret de ce que c'est une GTB. Et alors ensuite, là, on a parlé GTB. Maintenant, là, vous voyez deux approches sur la slide. Donc, il y a d'une part à gauche l'approche sous comptage traditionnelle. D'autre part, à droite, la partie mesure non intrusive avec vraiment un système dédié de suivi énergétique euh, pour justement proposer cette vision un peu plus spécialisée du suivi énergétique. Euh, Bon, je vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a un format assez restreint, mais bon, forcément, en termes de CAPEX, installer quelques compteurs SmartX par rapport à des centaines ou des milliers de sous-compteurs, il y a une différence d'investissement qui est assez significative. En termes de travaux aussi, c'est assez différent. Alors, l'avantage du sous-comptage, c'est qu'on a une donnée qui peut être quasiment à l'équipement près. Donc, on a une masse de données qui peut à la fois être très intéressante, et en même temps, peut crouler sous une montagne de données qui sont pas toujours faciles à exploiter. Donc, il faut aussi avoir en tête que pour utiliser le tableau de bord de la voiture de course, ça prend du temps de formation et d'utilisation. Et après, il y a le sujet de maintenance aussi qui a été évoqué par Jérémy dans le cadre du décret BAX. Plus vous avez de matériel, plus il faut faire de la maintenance, à la fois du matériel de mesure, de communication, de centralisation. Voilà, et nous, on a l'avantage d'avoir beaucoup moins de matériel, donc beaucoup moins de maintenance, et en plus, la maintenance est inclue dans notre service. Euh, voilà. Ensuite, je vais passer vite sur la suite, mais ce qui est important, c'est que, bon, en tout cas, nous, en tant que Smart Impulse, on est très attaché à la qualité de la donnée, donc on a un taux de données moyen sur nos installations. Et moi, j'ai rarement vu des systèmes de sous-comptage avec un taux de données complet parce que c'est complexe. Voilà, mais donc il y a tout un tas de raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous, on a une fréquence à 10 minutes. La fréquence d'un sous-comptage, ça va être assez variable. Maintenant, le standard du bac, c'est 1 heure, mais ça peut être assez variable. Nous, on a une identification systématique des usages. Et alors, la complexité quand on a des solutions de sous-comptage, c'est que si vous avez un câblage qui n'est pas par usage, ça peut être très compliqué à avoir cette vision par usage qui est demandée par le décret BAX. Et ensuite,
Nous, l'avantage sur des projets multisites, c'est qu'on a une vision qui est homogène des données d'un site à l'autre, et donc du coup, on peut comparer les sites les uns par rapport aux autres. Voilà. Et après, il y a le rendu, donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail des données dans l'étude de cas juste après. Voilà. Mais donc, c'est sûr qu'une application, enfin, une solution spécialisée de suivi énergétique, ça va permettre de rentrer dans l'analyse, d'avoir une bonne vision des fonctionnements. Là, ce que je vous montre, en haut à droite, c'est la puissance à 10 minutes sur une semaine sur un bâtiment de bureau avec les différentes couleurs qui correspondent aux différents usages. Donc là, on va pouvoir voir ce qui fonctionne à quel moment. Notamment, là, on voit qu'en fin de semaine, il y a deux gros créneaux de la catégorie violette qui correspondent au groupe froid. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal, pas normal? Enfin, là, on peut faire beaucoup d'analyses. Alors que c'est vrai que la visualisation, les rendus qui sont disponibles dans une supervision de GTB va plutôt être centré sur la mise à disposition de façon un peu plus statique des indicateurs à l'instant T. Là, comme on le voit en bas, sur la mise à disposition des index, des compteurs qui sont installés. Voilà. Donc on a quand même un petit peu moins mais c'est normal parce qu'il y a un système qui est spécialisé et l'autre qui est un peu plus généraliste, centré sur la régulation, un petit peu moins de capacité d'analyse et de navigation dans les données. Voilà sur la partie suivi énergétique par rapport au sujet de la régulation et de la GTB. Pour conclure la partie sur le décret BAX, et après on va passer au concret dans l'étude de cas, on voulait juste vous schématiser un peu les différentes étapes pour les personnes qui veulent se mettre en conformité. Et là, je vais peut-être commencer par passer la parole à Jérémy sur les premières étapes. Oui, alors effectivement, les premières étapes, quand même, principales, c'est vraiment faire un état des lieux. Nous, ce qu'on conseille généralement, c'est avant de consulter des entreprises, parce qu'on voit beaucoup de propriétaires de systèmes qui veulent se mettre en conformité et puis consultent forcément des fois directement des intégrateurs ou des installateurs. Nous, ce qu'on conseille, c'est quand même de faire d'abord faire un état des lieux par des bureaux d'études spécialisés dans ces domaines-là et qui vous permettent déjà de voir ce que vous avez aujourd'hui et voir ce que vous devez connecter pour pouvoir être conforme à votre BAX, notamment aussi vous accompagner s'il y a un besoin de calcul de votre temps de retour sur investissement. C'est important de se faire aider pour ensuite lancer des consultations qui sont vraiment des consultations précises parce que vous pouvez être en capacité, si vous demandez à quelqu'un, à des intégrateurs de vous chiffrer la classe A ou la classe B. Parfois, vous pouvez vous retrouver, et c'est ce qu'ont pu constater certains de nos clients, avec des devis qui vont, alors je caricature, mais presque du simple au double des fois, parce que certains n'ont pas forcément la vision complète de ce qui est demandé dans la classe A ou la classe B. Donc c'est important déjà de se faire aider pour faire un vrai état des lieux et une bonne consultation. Parfois aussi, ça va permettre d'identifier que vous êtes pratiquement conforme au décret BAX. Ça nécessite des fois un rétrocommissionnement de vos installations, donc il n'y a pas tout à défaire. Parfois, c'est juste une extension ou une remise en place de votre installation existante. Elle est déjà presque conforme. Donc voilà, c'est vraiment un état des lieux à faire. Et ensuite, la mise en place du plan d'action pour se mettre en conformité, donc avec des appels d'offres, la modernisation de vos équipements. Ça passe aussi, il faut avoir en tête que parfois ça passe aussi par la modernisation de vos équipements techniques. On arrive des fois sur des installations qui peuvent être plus anciennes que la régulation qui était en place. Je pense à des centrales d'air, des chaufferies, des choses comme ça, ou des climatisations qui sont parfois pas communicantes ou qui sont enfin, trop vétustes pour qu'on puisse y faire quelque chose de conforme au décret BAX. Voilà, il faut avoir en tête toute cette partie de plan d'action qui parfois est plus globale que uniquement mettre en place une GTB et un suivi énergétique. Je te laisse la main pour la partie Ouais, tout à fait. Donc la partie énergie. état des lieux, elle est très importante. Et donc parfois, effectivement, elle peut emmener assez loin sur des bâtiments qui sont anciens, quoi. Et en même temps, parfois, l'état des lieux montre que finalement, en tout cas sur la partie régulation, notamment sur des gros bâtiments et puis des bâtiments plutôt récents, en fait, on est conforme ou pas loin d'être conforme et il faut juste quelques ajustements pour l'être. Sur la partie comptage, notamment sur les bâtiments un peu plus anciens, c'est beaucoup plus rare qu'il y ait un plan de comptage qui réponde au décret BAX par zone et par usage. Voilà, mais voilà, comme on va le voir tout à l'heure, juste dans l'étude de cas, le plan de comptage Smart Impulse, il est relativement simple. En termes d'investissement, c'est relativement léger.
Et donc, finalement, pour se mettre en conformité, s'il y a juste la partie comptage à rajouter, en tout cas avec de la mesure non intrusive, c'est assez léger et assez rapide à mettre en place. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est conforme, bah, on commence à suivre, enregistrer, analyser en continu les données de consommation par zone et par usage, hein, pas de temps horaire. Comme je vous l'ai dit, nous, on travaille à 10 minutes, mais donc qui peut le plus, peut le moins. Interopérabilité, donc que ce soit pour le système de régulation ou la solution Smart Impulse avec la partie API, donc qui peut s'interfacer avec différents systèmes, différentes plateformes. Les alertes qui permettent de détecter les pertes d'efficacité énergétique, donc soit celles qui sont sur l'électricité que nous on peut générer, ou celles qui peuvent être générées localement ou via un logiciel de supervision de la GTB. Et ensuite, il y a la maintenance de la solution, donc dont a parlé Jérémy. Et donc, je vais laisser Jérémy conclure justement sur comment est-ce que Cerizea peut faire la maintenance de la GTB. En tout cas, nous, on inclut toujours un contrat de maintenance par rapport à notre solution. Comme ça, on garantit finalement la qualité de la donnée. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à livrer un taux de données moyen de 99,9% sur les installations qu'on suit. Bah, nous, c'est pareil. À chaque réception en fait, de nos installations, même si sur la première année, on propose forcément la partie de garantie d'achèvement de nos installations, mais à l'issue de tout ça, on propose généralement un contrat de maintenance qui peut aller du préventif jusqu'au correctif pour pouvoir accompagner nos nouveaux clients sur la mise en comment dire, la pérennité de leur installation et puis la disposition aussi souvent d'une hotline pour répondre rapidement aux questions, aux besoins en cas de soucis ou d'incompréhension sur la GTB sur tout le long de tout ça. Donc nous, on accompagne toujours nos clients et comme je le disais tout à l'heure dans la présentation un peu d'Aveltis, on est aussi en capacité d'aller encore plus loin, accompagner le client aussi s'il n'a pas les capacités en interne, s'il n'a pas d'énergie manager ou autre, avec notre filiale Aveltis, de l'accompagner aussi sur voilà, aller performer via l'installation qu'on va lui avoir installée, performer sur son exploitation derrière pour aller chercher des gains énergétiques encore plus importants. Parfait. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe au concret et à un site sur lequel on est intervenu, Cerizia et Smart Impulse. Euh, alors, c'est un site mixte. Donc, voilà, au niveau de complexité un petit peu supérieur à ce qu'on voit sur des bâtiments tertiaires classiques, mais il y a une partie tertiaire et donc, comme s'il y a une partie tertiaire, ils sont soumis au décret Bax. C'est un site qui fait un peu plus de 28 000 mètres carrés et qui regroupe en fait 13 bâtiments. Donc, ça fait partie d'une des complexités du site, c'est que c'est pas juste un gros bâtiment, c'est tout un tas de bâtiments assez diffus, de configurations, chacune un peu spécifique. Et que dire d'autre? Donc, c'est un mode de chauffage mixte, à la fois gaz et électrique. Et ils consomment, en tout cas, quand on a commencé à travailler avec eux, ils consommaient un peu plus de 600 000 euros d'électricité par an sur la partie électricité. Euh, voilà, et il y a une des spécificités, c'est comme c'est un site mixte avec une partie industrielle, ils ne pouvaient pas couper le courant à l'installation. Donc, le côté non intrusif de la solution Smart Impulse, c'était essentiel pour eux. Voilà. Je vous donne la fin de l'histoire, mais ils ont fait 19% d'économie à date. C'est à peu près sur l'électricité 95 000 euros. Euh, L'histoire n'est pas finie. Ils vont aller plus loin, on en est à peu près persuadé, mais en tout cas, ils ont déjà fait de belles économies. Leurs enjeux. Alors, ils ont des enjeux qui sont assez représentatifs de nos clients finalement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du décret Bax, mais ils ont d'autres enjeux qui sont assez liés finalement au décret Bax. Un des points de départ quand on a commencé à échanger avec eux, c'était le sujet de l'ISO 50001 qui demande de travailler sur les usages énergétiques significatifs et les indicateurs de performance énergétique pour alimenter le système de management de l'énergie. Donc, ce client-là est en avance, mais pour information, toutes les grandes entreprises consommatrices d'énergie devront mettre en place un système de management de l'énergie d'ici 2027. Voilà, donc c'est dans 2 ans. Voilà, c'est un sujet qui va monter en puissance prochainement. Évidemment, le décret tertiaire qui, sur des sites mixtes, est un petit peu plus
où il faut aller un petit peu plus loin sur des sites mixtes parce qu'il faut séparer la part tertiaire de la part process. Et donc ça, c'était un des enjeux sur lesquels on est intervenu, notamment pour faire des déclarations dans la plateforme Opérate qui permet de bien isoler les départs, enfin la partie tertiaire. Évidemment, les économies d'énergie avec toute la démarche, cibler les postes les plus conservateurs, prioriser les plans d'action et notamment les investissements, et ensuite mesurer, valoriser les résultats obtenus. Et enfin, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est surtout le décret BAX, avec cet enjeu d'une part d'avoir une mesure des consommations par zone fonctionnelle et par usage, et ensuite de mettre en place un système de régulation qui est conforme. Alors, qu'est-ce que ça donne? Sur la partie mesure, alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par mesurer avant de mettre en place la régulation pour vérifier que finalement, ils savaient où ils allaient en termes d'investissement, de retour potentiel, de besoins, et ils l'ont fait en 2 temps finalement. Donc ils ont commencé par mesurer. Et donc, alors, c'est un bâtiment, enfin c'est un site avec 13 bâtiments, et il y a pas mal de mélange entre les zones process, les zones administratives. Donc pour pouvoir bien séparer les bâtiments, la part administrative des bâtiments et certains process, là on a mis en place 31 Smarties. Voilà, c'est un chiffre de capteurs qui est plus important que nos standards, mais sur des sites mixtes ou industriels, c'est plus voilà, plus dans la moyenne de ce qu'on fait sur des sites industriels. Sur des sites tertiaires, on serait un nombre beaucoup plus réduit de SmartX. Alors, installation non intrusive, on en a parlé. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je voudrais déjà qu'on regarde la partie de gauche de la slide avec la vision par zone fonctionnelle. Donc là, il y a une partie administrative. Il y a un bâtiment qui est finalement à une autre adresse qui est un petit peu plus loin, donc qui s'appelle enfin, un autre bâtiment. Et puis, il y a le reste des activités plutôt orientées process, et il y a un restaurant aussi. Voilà. Donc restaurant, c'est une zone fonctionnelle à part qu'on mesure. Maintenant, si on regarde en bas à gauche, on a la répartition par usage, cette fameuse répartition par usage, où on voit que globalement, 50% de leur consommation électrique, c'est leur process, avec, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un tas d'équipements de process que nous, on suit. Une grosse consommation d'informatique, et après le reste, c'est plutôt les usages CVC, éclairage. Il y a le fameux restaurant dont on a parlé, et aussi pour le décret tertiaire, on suit à part les bornes de recharge de véhicules électriques qui peuvent être déclarées et déduites de la déclaration du décret tertiaire. Ce que je vous montre à droite, c'est les consommations par mois euh, par usage depuis l'installation de la solution en décembre 2022, donc quasiment 3 ans de données. Donc là, on voit un peu la variation entre l'hiver et l'été. L'hiver, on consomme plus, l'été, un petit peu moins. En revanche, on voit que la tendance, elle est clairement à la baisse. Et donc, d'où les 19% d'économie d'énergie. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'on a une vision qui peut être aussi très macro, très globale, qui permet d'avoir les tendances et puis voir les évolutions dans le temps. Et en revanche, on peut aller jusqu'à la vision à 10 minutes, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et donc là, à 10 minutes, je vous montre des données qui étaient en décembre 2022. On voit vraiment le profil ici sur une semaine, partant du lundi matin à minuit jusqu'au dimanche soir à minuit. Et donc là, on peut voir à chaque instant ce qu'il consomme, à quel moment, et se poser des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut faire mieux? Voilà. Et donc, ça a été ça le point de départ. Et à la suite de ce point de départ, effectivement, il y a un certain nombre de potentiels d'optimisation qui ont été identifiés. Et c'est là où, justement, ils ont décidé de mettre en place la GTB, dont je vais laisser Jérémy parler. Ouais, bon, pour rentrer un petit peu dans le concret de la GTB sans trop y aller parce qu'on va pas avoir le temps, mais on vous présente ici ce qu'on appelle une architecture de principe de GTB. Donc, comme le disait Charles, on était sur un site quand même assez important avec plusieurs bâtiments, plus d'une dizaine, et donc dans lequel on allait mettre, alors nous, ce que disait Charles, on est sur du mix, hein, on a du pilotage beaucoup gaz aussi et de l'élec.
On l'a vu sur les 19% ELEC. Sur le gaz, on n'a pas encore de retour parce que pour tout vous dire, le site a été réceptionné l'année dernière, il y a tout juste un an. Donc on est en cours de visualisation des économies qui ont pu être faites sur le gaz. Mais bon, le client nous assurait qu'il voyait déjà la différence déjà en termes de pilotage, mais aussi en économie. Et puis sur l'électricité, on le verra après, mais il y a des économies d'électricité qui ont été faites, notamment grâce à la GTB, sur de l'action d'équipements simples. Donc nous, on a mis voilà, plein d'automates sur principalement leur gestion de production de chaleur, que ce soit la chaufferie principale et les sous-stations. Et on est allé chercher également des équipements annexes, que ce soit la climatisation chez eux, c'était un gros enjeu aussi, et des centrales d'air qu'on pouvait retrouver à droite à gauche, plus un peu de radiateurs électriques, notamment on le voit ici sur le bâtiment V. À savoir que chez ce client-là, son objectif au BAX était, dans un premier temps, d'être de classe C. Sur certains bâtiments, une partie de bâtiments, on commence à être sur de l'AB, et le but, c'est de faire évoluer cette GTB, justement. Là, il voulait répondre à un besoin rapide de conformité BAX. On allait chercher de l'AC, mais via ces enjeux, notamment l'enjeu sur le ISO 50001, son enjeu, c'est de faire mieux et de faire plus. Donc, du coup, on va upgrader, et c'est déjà prévu dès l'année prochaine, d'aller chercher encore plus d'équipements, de la climatisation, de l'éclairage, d'autres CTA qui n'avaient pas été prises en compte dans le projet initial. Et donc ça, c'est un schéma généralement qu'on présente de façon de principe. Après, il y a une autre architecture plus précise qui est présentée en phase d'exécution. Donc, pour vous donner un peu un exemple après du rendu de la GTB pour le pilotage, si tu veux bien cliquer, voilà, le client va avoir lui après ensuite tout ça sur une supervision qui est au-dessus, qui est accessible soit en local et ou à distance en fonction de ce que le client souhaite. Et donc là, j'ai fait un petit zoom sur un synoptique d'une chaufferie, la chaufferie principale, où il va pouvoir visualiser, comme on le voit là, les actions, c'est des synoptiques animés, mais il va pouvoir aussi agir sur les consignes de loi d'eau, les consignes de température dont il souhaite pour sa production. On a également d'autres synoptiques qui vont arriver d'exemples un petit peu sur la sous-station. Donc là, vu qu'on a beaucoup de sous-stations, sur chaque sous-station, il a une visibilité avec, là, pour le coup, de la gestion, avec de la planification également, ce qui est demandé dans le décret, qui puisse planifier chaque départ de chaque zone qui est pilotée pour le chauffage. Et donc, ça va agir ensuite derrière sur les 23 voies, sur la zone de départ. Et comme on peut le voir ici, il peut avoir une visibilité directe. On le voit sur les températures, que ce soit en rouge ou en orange, c'est les températures des départs eau chaude, et en orange d'ambiance. Et en violet, c'est la consigne que demande la JTB. Donc d'un seul coup d'œil, déjà, on peut voir s'il y a de la dérive et créer des alertes aussi automatiques qui peuvent être envoyées par mail ou par SMS à l'exploitant ou au client pour qu'il puisse agir le plus rapidement possible en cas de dérive. Il va pouvoir aussi voir d'autres types de synoptiques, de gestion, planification horaire qu'on a sur la gauche, qui est souvent sur nos GTB au format type Outlook un peu, hein, donc assez ergonomique pour les clients. Et après, il peut suivre également toutes ces tendances de température. Ça, c'est la partie plutôt exploitation de ces équipements CVC. Donc là, on est sur de la courbe de température pour de la chaufferie, mais il va pouvoir suivre, si on a d'autres types de capteurs, température ambiante, son hygrométrie, son CO2 s'il veut gérer du confort également. Voilà, on peut retrouver tout ça directement ici et toujours créer des alertes en cas de dérive si besoin sur des dépassements de seuil par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc là, je vais illustrer les 19% avec quelques exemples d'actions. Alors, premier exemple d'action, les radiateurs électriques dont parlait Jérémy tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit sur la première ligne du tableau, c'est le profil de consommation avant la mise en place de l'action et celui après la mise en place de l'action. Et ça, c'est des profils sur 24 heures. Donc, on va moyenner tous les profils d'une journée, 2 semaines avant l'action, après l'action. Et ce qu'on voit, c'est qu'avant, ils avaient une consommation la nuit qui était significative. Il y a à peu près la moitié de la consommation en puissance, la moitié de la puissance qui était appelée en continu la nuit, finalement. Et que après la mise en place de l'action,
eh ben, il n'y a plus de consommation la nuit. Donc ça, c'est bien. En revanche, bon, les radiateurs commencent un petit peu plus tôt, parce qu'il faut remettre le bâtiment en température. Et donc, il y a un pic un peu plus important le matin, certes, mais au global, ça fait 25% d'économie d'énergie sur les radiateurs électriques, dans certaines zones de bureaux. Voilà. Ensuite, il y a le pilotage des centrales de traitement d'air bureau, notamment en période d'été. Et là, c'est pareil, on voit le profil moyen avant, qui est le petit trait noir, et après en bleu. Et donc là, ce qu'on voit, c'est pareil, ils ont éteint les centrales de traitement d'air la nuit. Il y a également un pilotage qui est fait. Alors là, on a l'impression que la consommation baisse dans la journée. En fait, comme c'est une moyenne, il y a des journées où ça consomme toute la journée en créneau, et puis d'autres où c'est éteint en milieu de journée. Donc là, en moyenne, ça fait une consommation qui a l'air de baisser. Mais donc ça, c'est 40% d'économie d'énergie sur les centrales de traitement d'air des bureaux. Un autre exemple d'action, c'est le pilotage des pompes de chauffage, et notamment pendant l'été. Donc pendant l'été, ils avaient un fonctionnement des pompes de chauffage qui continuait à consommer de façon assez significative. Pour illustrer ça, on vous propose de regarder les consommations par mois, de janvier 2024 jusqu'à octobre 2025. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit janvier jusqu'à avril 2024, on est en pleine saison de chauffe, donc les pompes fonctionnent à plein régime, normal, on fait du chauffage. Été 2024, on avait une consommation des pompes de chauffage qui restait assez significative. On repart en saison de chauffe, donc là, les consommations baissent un petit peu. Mais c'est surtout à l'été 2025 où là, on voit que les pompes de chauffage, elles sont quasiment éteintes. Voilà. Ça, c'est 33% d'économie d'énergie sur les pompes de chauffage. Et ensuite, pilotage des climatisations réversibles des bureaux. Là, c'est une action qui concerne plutôt le pilotage le week-end. Et donc, pour illustrer ça, on vous montre les données de consommation par jour pendant 2 semaines. Donc, on voit les 5 premiers jours de semaine, puis le premier week-end, 5 premiers jours de la deuxième semaine et le deuxième week-end. Et donc là, on voit la différence sur le week-end avant la mise en place de l'action, après la mise en place de l'action. Donc ça, c'est une économie qui représente 10%. Voilà. On n'a pas... Pour compléter ce Oui. que tu disais, Charles, Hum. ce qui est vraiment bien et important à voir sur ces courbes-là, c'est justement de comprendre aussi, en ayant ces courbes-là, si on peut se permettre justement sur des CTA, sur des radiateurs électriques, de tout couper la nuit. Voir si le fait de les rallumer le matin, on surconsomme pas parce qu'on part de très loin. Là, justement, les bâtiments du client, les bâtiments tertiaires sur lesquels on peut se permettre de faire ça, c'est des bâtiments qui sont quand même déjà bien isolés, donc on peut se le permettre. Justement, le matin, on n'est pas obligé de renvoyer beaucoup de consommation pour pouvoir compenser ce réduit de nocturne. Et donc là, c'est clair que c'est typique sur tes courbes, on voit tout de suite la différence Exactement. importante. Ça permet de tester, voir l'impact en termes de confort, voir l'impact en termes de consommation, et ensuite trouver le bon réglage qui permet de maximiser, enfin, de garder un bon confort et puis de minimiser la consommation. Voilà. Donc on n'a pas parlé de tout ce qui a été mis en place. Il y a aussi des actions qui ont été mises en place sur le process, mais ça c'est un autre sujet. C'est pas lié à la GTB, c'est plutôt lié le fait d'observer les profils de consommation, par exemple de certains compresseurs, donc qui font qu'ils ont mis en place des actions qui leur ont rapporté aussi beaucoup d'économies en kilowattheures et en euros. Mais à la fin, vous voyez, entre la période de référence et les 12 derniers mois, ils sont aujourd'hui à 19% d'économie d'énergie. Ils ont fait des économies sur un certain nombre de sujets qu'on a listés à gauche. Et donc, en termes de bilan, un, ils sont conformes sur le décret Bax. Deux, c'est pas juste une question de conformité, c'est ils ont vraiment converti cette opportunité en économie sonnante et trébuchante, avec 19% d'économie d'énergie, ce qui représente à peu près 95 000 euros sur la facture électrique. Le gaz aussi, il y aura plein d'économies, mais c'est en cours. On n'a pas encore tous les retours. Pour le décret tertiaire, ils font leur déclaration opérate parce qu'on a bien cette segmentation des zones et les consommations des bornes de recharge électrique. Et puis la certification ISO 50001, sur lesquelles on les aide aussi à identifier les usages énergétiques significatifs, les indicateurs de performance énergétique. Voilà. Voilà, en conclusion, donc moi je suis ingénieur, donc je n'ai pas résisté au fait de vous mettre une petite formule, mais donc le suivi énergétique, c'est les phares de la voiture de course. La régulation, c'est le tableau de bord.
Quand on associe les deux, c'est là où on arrive à multiplier l'impact des deux et maximiser l'impact des deux. Et quand on associe les deux, d'une part, on est conforme au décret Bax, ensuite, on va chercher des économies d'énergie réelles, et en plus, ça nous permet d'être travailler sur des sujets décrets tertiaires, sur des sujets ISO 50001, sur des certifications environnementales, sur du reporting. Donc, ça permet de, euh, voilà, de résoudre, en tout cas d'apporter une réponse à un ensemble de besoins qui sont partagés par beaucoup de clients actuellement sur les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. De notre côté, on a publié un livre blanc sur le décret Bax, donc c'est disponible ici et n'hésitez pas à le télécharger sur notre site sinon. Et puis on vous renverra dans tous les cas le replay après la conférence. Alors je ne sais pas s'il y a quelques questions, même si finalement là on arrive. J'ai vu qu'il n'y avait pas de questions, donc on avait un petit peu de temps pour aller au bout de l'étude de cas et rentrer un petit peu dans le détail. Mais s'il y en a, n'hésitez pas, on peut encore prendre quelques minutes. Si, il y a des questions, je crois, dessus. Alors, d'accord, tu veux peut-être prendre les premières? Ouais, alors le premier c'était une question sur le son, mais apparemment c'est corrigé. Ah oui, d'accord. Alors, une première question sur Ah le oui. pilotage des équipements est-il obligatoire notamment si nous disposons d'une GTB de classe C? Alors, il faut que je puisse bien comprendre la question, notamment parce que normalement, si vous disposez déjà d'une GTB de classe C, vous êtes censé déjà piloter des équipements, normalement, des équipements CVC notamment. Alors ça dépend de quel type d'équipement on parle. Il faudrait pouvoir préciser. Parce que pour répondre, je peux pas répondre comme ça. Mais effectivement, oui, il faut bien piloter les équipements, en tout cas les équipements CVC dans un premier temps, et après d'éclairage ou autre. Ok. Donc ça, peut-être, ça vaudra le coup de le traiter à part après, comme il ne reste plus beaucoup de temps. Et ensuite, la question suivante, c'est le ROI. Euh, alors, le ROI. Nous, enfin, il y a les éléments de la solution de suivi énergétique, Smart Impulse. Alors, si on prend que ça en compte, le ROI, il est de 4 mois. Après, il faut prendre en compte aussi les investissements qui sont faits sur la GTB parce qu'elle contribue aux économies d'énergie. Là, comme c'est encore en cours et l'ensemble des actions ne sont pas mises en œuvre, comme le disait Jérémy, c'est un petit peu difficile d'avoir le ROI global du projet. Mais en tout cas, et c'est pas plus de quelques années, hein. Je ne sais pas si tu veux compléter, Jérémy. Ouais, bah, sur ce projet-là, effectivement, on n'a pas le ROI final, enfin, le ROI, on va dire, exact, final, parce qu'effectivement, nous, on a installé ça l'année dernière, ça a été finalisé en cours d'hiver dernier, et donc, du coup, on n'a pas encore le gain qui a pu être apporté sur le gaz, on sait qu'il y en a, mais on ne l'a pas encore réellement. Mais il est clair que déjà, rien qu'avec les économies, alors on n'a certes pas fait les 19% grâce à la GTB, on l'a dit tout à l'heure, il y a du process aussi qui en fait partie. Mhm. Mais pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a mis en place, là, chez le client, ça coûtait environ 140 000 euros, je crois, à peu près. Donc du coup, avec les gains qu'on a fait, c'est clair que le ROI va être que de quelques années. Mais là, on n'a pas le gaz dans l'équation, mais si vous rajoutez gain Mhm. énergétique sur le gaz, c'est clair que ça va être fait en quelques années. Voilà, Absolument. pour donner un ordre d'idée. Alors, j'avance dans les questions. Donc, vous ne récupérez que les comptages Smart Impulse. Quid des compteurs d'énergie thermique, calo, frigo et du gaz? Donc, Bah, Jérémy. ça, Ouais. ça, je peux répondre, ouais, Oui. tous ces autres fluides en fait, sont remontés directement sur les GTB. Et sur nos supervisions, on a la capacité justement de stocker la donnée, comme le demande le BAX, sur 5 ans avec le pas de temps horaire qui va bien. Donc tous les autres fluides sont en capacité. C'est vrai que Smart Impulse est spécialisé surtout sur la part électrique et c'est une des grosses parts qui est demandée dans le décret BAX, notamment avec ses zones fonctionnelles et les zones par usage. Mais les consommations, que ça soit gaz ou eau aussi, qui a un intérêt, même si c'est pas un fluide, mais c'est un intérêt sur la gestion de l'eau. En tout cas, c'est un intérêt pour nous, Cyrisia. Et puis calorifique ou frigorifique, tout ça peut bien sûr remonter
sur les GTB et être stocké sur nos supervisions techniques. Et ensuite, sur le même schéma qu'avait présenté Charles, être poussé vers des hyperviseurs énergétiques au-dessus, sur lequel en parallèle, Smart Impulse envoie les informations en API sur cette hypervision. Et dans le même sens, on ne l'avait pas forcément sur le schéma là, je crois, mais s'il n'y a pas d'hyperviseur énergétique, la solution de Charles peut redescendre en API et communiquer avec nos supervisions qu'on va mettre en place, hein. C'est Tout à pour fait. éviter d'autres questions qui pourraient venir derrière. Voilà, c'est une question de besoin, où est-ce qu'on veut accéder à la donnée, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour Exactement. naviguer dans cette donnée. Mais il y a combien de compteurs gaz pour info, Jérémy, sur ce projet-là? Là-bas, je crois qu'on a 3 chaufferies, donc on doit avoir 3 compteurs gaz, Voilà. Bon, plus du c'est calorifique, ouais. c'est vrai que sur du tertiaire, c'est en général un petit peu plus simple. Mm. Là où pour aller chercher les usages électriques, bon, c'est là où ça peut être très complexe avec des solutions traditionnelles de ce comptage et que nous, on apporte une vraie simplification. C'est vrai que sur le gaz, sur des bâtiments tertiaires un peu plus standards, souvent, il y a un petit peu moins de complexité pour récupérer la donnée. Dans les Alors, questions, tu avais une autre question sur le ROI, comment il se calcule. Pour ça, alors c'était M. Bisson qui avait posé la question. Pour ça, je pourrais vous coller dans la discussion. Il y a la FAQ, en fait, on n'en a pas parlé, mais en juin dernier, le gouvernement a sorti une FAQ. En 2023, ils avaient sorti un guide du BAX pour mieux comprendre l'arrêté BAX. Et ils ont sorti depuis une FAQ cet été, enfin avant l'été, qui répond à plein de questions, dont cette question-là, le calcul du TRI, du taux de retour sur investissement. Je vais vous coller l'indication, mais en gros, c'est une formule plutôt simple. En gros, c'est combien vous coûte l'installation, moins les aides si on peut récupérer des aides. Et, euh, sur ça, on va rajouter, comment dire, bah, justement l'évaluation du gain énergétique qu'on va pouvoir procurer. Donc, ça va être le volume d'énergie économisé. Si on ne l'a pas fait, si on n'a pas fait faire l'étude par un bureau d'études, je crois qu'en moyenne de mémoire, on peut prendre 15%, je crois, versus le coût de l'énergie qu'on retrouve en moyenne facturé chaque année. Mais je vous mets en parallèle la réponse à votre question. Je vais chercher vite fait sur Internet, comme ça, pour hmm. vous, pour les autres, vous pourrez regarder. Là, c'est beaucoup plus détaillé. Il y a d'ailleurs même un schéma qui va un peu plus loin. Il y a un petit logigramme qui explique bien comment calculer le TRI et est-ce qu'on doit faire des actions ou non derrière de mise en place de JTB, notamment si on est supérieur, comme je disais tout à l'heure, à 10 ans de taux de retour sur investissement. Et si on est sur du chauffage, de la climatisation, si on doit aller piloter d'autres types d'équipements. Voilà. Et pour de mémoire, il me semble que le coût moyen de l'énergie sur ce projet-là, c'est autour de 20 centimes du kilowattheure Oui, sur l'électricité. sur l'électricité, oui. Alors, le temps que tu regardes pour fournir les références, il y a une question sur la fréquence de scrutation des SmartX. Alors, je sais pas exactement à quoi fait référence scrutation, mais nous, on fait une mesure qui est à haute fréquence. Donc, c'est bien en dessous d'une période du signal électrique. C'est ça qui nous permet de détecter l'empreinte que laisse chaque type d'équipement qui consomme dans le courant. Et ensuite, on fait des moyennes autour de la seconde, quoi, globalement. Et ensuite, nos algorithmes digèrent et analysent tout ça. Et ensuite, on restitue la donnée à un pas de temps standard de 5 minutes. 10 minutes, pardon, 10 minutes. On peut aller jusqu'à 5 minutes si besoin, mais c'est vrai que sur du tertiaire, ça fait déjà beaucoup de données, 10 minutes. On voit déjà beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas de clients qui veulent aller beaucoup plus dans le détail. Sinon, après, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'événements, mais qui ne sont pas très significatifs vu les enjeux énergétiques. Euh, il y avait une question intéressante sur l'arrêt complet des CTA la nuit. Est-ce qu'elle a un impact sur la qualité d'air intérieur? Donc ça, c'est Ah, une bonne question. Est-ce que Jérémy, tu veux intervenir? ouais, je peux y répondre. Ouais, effectivement. Alors, l'arrêt des CTA, tout dépend effectivement le type de bâtiment, comment il est aussi ventilé. Là, généralement, ce qu'on fait faire avec nos clients, si on fait des arrêts complets, généralement, on fait des réduits plutôt, c'est-à-dire on fait des réduits de consommation, enfin comment dire, de température plutôt.
pardon. Et puis ça peut être des réduits également de vitesse. Ça dépend les CTA, c'est ce que je disais tout à l'heure, les équipements qu'on a chez nous, enfin chez nos clients, on a des équipements où on ne peut pas faire de réduction de vitesse de CTA, là c'était le cas chez eux. Et donc du coup, le parti pris qui est fait actuellement et qui pourra peut-être changer justement en fonction des retours clients, parce que ça a été installé il y a 1 an à peu près. Bah, le parti pris a été justement de les couper, de voir déjà s'il y en a de perte de température durant la nuit, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Et après, le renouvellement d'air, bah, justement, les CTA, on les redémarre, alors on les arrête un peu plus tard que le taux d'occupation, et on les redémarre un peu avant. Donc ça permet un renouvellement d'air après et avant l'arrivée Mhm. des usagers. C'est ça. Donc là, Là, on on a peut un voir. démarrage, je dirais autour de 7h30, quoi. Ouais, c'est 7h30, 6h, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça dépend après. C'est vrai que quand on est sur des CTA de génération plus récente, on va plutôt jouer sur un réduit en Mhm. température et puis un réduit également en vitesse de CTA. Là, on n'est pas sur des CTA dernière génération chez eux, donc voilà, ça dépend après des cas d'usage. Mhm. Alors, il y a une question pour toi, Jérémy. Mes Mhm. établissements sont pré-câblés en Schneider pour la GTC. Pouvons-nous rajouter vos équipements dessus? Alors oui, on fait aussi du Schneider d'ailleurs, donc il n'y a aucun souci. Mais après, peu importe, Schneider ou autre, ils sont censés tous être interopérables entre eux. C'est ça le but justement du bac, c'est que ce que vous installez doit être interopérable, donc ouvert vers des protocoles de communication standard. Ce que l'est Schneider, ce que le sont aussi les autres marques qu'on représente de nos partenaires, sont ouverts sur des protocoles comme on dit le BACnet ou Modbus si on veut rentrer dans le détail. Et donc après, tout dépend de la gamme de Schneider que vous avez chez vous, mais ils ont des gammes effectivement faites pour le tertiaire et qui, eux, sont bien ouverts sur les protocoles que je viens de citer. Donc il n'y a pas de souci pour les intégrer déjà si c'est du Schneider, hein, autant rester sur du Schneider. Mais s'il faut le corréler avec d'autres GTC qui sont chez vos clients, qui sont elles déjà ouverts aussi, on sait faire communiquer plusieurs marques qui sont ouvertes. C'est le but de pas C'est ça. forcément à chaque fois avoir à tout déposer. Le but d'intégrateur aussi, c'est d'amener son savoir-faire et de pouvoir imbriquer l'interopérabilité de tous les équipements et toutes les GTB qui sont parfois déjà en place. Voilà. Il y a une dernière question et on va terminer là-dessus parce qu'on a un petit peu débordé, mais c'est plutôt une remarque d'ailleurs qu'une question. Mais avez-vous des analyses avec la mise en place d'un réduit de nuit pour le chauffage, par exemple 16 degrés par rapport à un maintien à 20 degrés? Car souvent, les chauffagistes ont peur du pic lors de la relance et expliquent que ça ne fait pas de gain car la surconsommation à la relance. Et effectivement, je pense que l'analyse qu'on a faite sur le chauffage électrique, elle résume bien cette question-là. C'est-à-dire que alors là, c'est un petit peu comme, c'est un peu le même point que sur les CTA. Les radiateurs, ils sont complètement éteints la nuit. Le réduit, il est de 100%. Donc l'impact, Ils c'est sont qu'effectivement. éteints juste pour préciser. Oui, Généralement, on met une température quand même de réduit. Après, le client la met plus ou moins basse. C'est justement lui qui voit. Il peut d'accord. la mettre à 16 degrés. Et si le bâtiment est bien isolé, bah, on descend jamais, on descend peut-être pas à 16 degrés dans la nuit. Et là, Hmm, c'est certainement le cas là-bas. Puisqu'on a tout à des fait. sondes de température quand même on coupe pas juste comme une horloge. On a aussi des sondes d'ambiance qui permettent de surveiller, comme bah, ce qui est demandé dans l'exemple. C'est ce qu'on fait là-bas. Après, dans l'exemple que tu as pris là, bah, ça coïncide avec une coupure générale. On voit, il y a des petites consommations, il y a peut-être des mini-relances qui sont faites durant la nuit, surtout le matin, c'est souvent le cas là où on a plus froid. Mais on fait rarement de la coupure complète. Pareil pour les CTA, là elles sont complètement coupées, mais en GTB, on fait rarement de la coupure complète. On met des consignes de réduit pour pouvoir justement qu'on n'ait pas trop à remonter le matin non plus, quoi. Absolument. Non, mais c'est une Ça se précision très ouais. importante, c'est-à-dire que effectivement, si on regarde vraiment dans le détail, on observe que, alors ici encore une fois, c'est un profil moyenné, c'est-à-dire qu'on prend tous les jours de la période de référence et on fait la moyenne du profil à 10 minutes, et on voit qu'il y a certaines nuits, là il y a un petit pic, ça veut dire que certaines nuits il y a eu un pic, plutôt autour de 5 heures du matin, c'est quand il fait le plus froid finalement, et donc il y a un chauffage qui se remet en route pour atteindre la température de consigne du réduit. Et voilà, mais effectivement, sur cette période-là, il a eu peu besoin de fonctionner la nuit pour maintenir ce réduit de nuit. Euh, le matin, on voit que ça démarre plutôt autour de 6 heures du matin, je dirais. Donc un peu plus tôt qu'avant.
il y a un pic qui est plus important qu'avant pour remettre le bâtiment en température, mais en bilan comptable, il y a 25%. Et 25%, c'est sur l'année. Si on regarde juste sur la saison de chauffe, c'est plus important que ça. Euh, donc voilà, en fait, c'est intéressant. Maintenant, il faut faire le test, il faut savoir à quelle heure il faut remettre en température. Il faut voir. Souvent, Ouais. pour préciser un peu cet aspect Mhm. technique, souvent ce qu'on fait, c'est que le client a un peu un planning d'occupation un peu de son bâtiment. Et Mhm. nous, en fait, on met en place un peu un petit process qui permet d'anticiper aussi en fonction de la température, l'écart entre la température de consigne qu'on veut, par exemple, à 8 heures du matin et celle qu'on constate. Si on voit qu'il y a un écart de 2 degrés et notre système, lui, ça lui permet aussi, il sait, il est intelligent de son côté aussi, ça lui permet de savoir les 2 degrés, combien de temps il me faut pour les atteindre? Eh ben, parfois, ça peut être par exemple 2 heures. Eh ben, on va démarrer le chauffage 2 heures avant pour que le client, quand il arrive, eh ben, il a cette température de consigne qui était, je sais pas, 19 par exemple. Et donc, du coup, ça nous permet de faire de l'anticipation calendaire. Le client il a toujours son même planning, il n'est pas obligé de réajuster à chaque fois. Dans nos algorithmes aussi, on a la possibilité de faire de l'anticipation automatique. Et c'est ce qui est aussi demandé d'ailleurs dans le BAX, hein, d'avoir un peu de, c'est pas vraiment du prédictif là, c'est plutôt de l'anticipation, mais voilà, on est en capacité de le faire en automatisé. Voilà. Merci à tous. Merci Merci, d'avoir ouais. débordé un petit peu sur, sur Ouais, la pause déjeuner. Du coup, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, on est disponible avec Jérémy pour vous accompagner sur vos projets et même faire des études. En tout cas, nous, faire des analyses de plans de comptage côté Smart People, c'est assez simple et rapide. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter déjà si vous voulez avoir un dimensionnement simplifié pour voir comment on peut vous accompagner sur vos projets, que vos bâtiments soient pas équipés ou qu'ils soient équipés avec du comptage un petit peu ancien et pas toujours commissionné comme il faut. Et donc finalement que parfois c'est plus intéressant de partir en mesure non intrusive que de tout remettre au carré sur certaines installations. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on évalue ça avec vous. Voilà, pareil merci pour nous. beaucoup. Bonne Pareil pour nous, on journée se et tient à puis votre à dispo. bientôt.